justement ces affects, parce que petit à petit, on va les transposer autrement. On a compris maintenant que l'animal, finalement, est capable d'intelligérer, c'est-à-dire de relier les choses les unes entre elles. Donc on peut parler d'une sorte d'intelligence. Je dis une sorte, parce que est-ce que l'intelligérer, c'est la ratio? On ne sait pas encore exactement, mais il y a déjà quelque chose qui fait que ça pense, on va dire, et c'est capable d'inaugurer et donc de délibérer. Donc on a déjà passé le stade du simple animal, tel qu'on le définissait autrefois, j'ai envie de dire, pour passer à quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors comment ça se répercute maintenant entre cet animal et l'homme? Deux espèces complètement différentes finalement. Qu'est-ce qui fait que, bon, en dehors que nous gâtisons avec nos animaux, au bout d'un moment, c'est vrai, parce que nous les aimons, parce que nous vivons avec eux. Si on prend nos deux espèces domestiques, c'est là où c'est intéressant, alors on peut se demander qui c'est qui a un chien dans ça? Et qui c'est qui a un chat? Et qui n'a pas d'animaux? D'accord. C'est intéressant parce que... Vous avez dit que vous avez un homme, c'est ça? Ah, j'avais compris. Voilà. Ah non, c'était un chat et des tortues. Je n'ai pas demandé qu'il y avait un perroquet. Un homme de compagnie, ça existe. Et c'est intéressant parce que ces deux espèces-là, elles sont très différentes. Vous savez, hein, ceux qui ont les deux, c'est-à-dire avoir un chien, avoir un chat, c'est pas la même chose. Il y a de plus en plus de gens qui ont les deux parce que ça apporte des choses très différentes. Et c'est intéressant parce que le chien, c'est un animal social. Donc c'est un animal dont vraiment ce qui le rend heureux, c'est de vivre avec les autres. D'accord? Donc c'est assez facile pour les humains. On partage ça, on aime bien être avec les potes, on aime bien partager quelque chose. Et c'est un animal qui se développe dans l'attachement. Et donc ça répond totalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le plaisir et la protection. En fait. Pour les gens, ce qui est important, pour beaucoup de monde, c'est d'avoir, ce qui fait vivre, c'est d'avoir un lien privilégié avec un autre être vivant. Finalement, l'espèce de cet être vivant a finalement assez peu d'importance. Je cite souvent un client qui m'avait dit « Je devrais avoir honte parce que j'ai perdu dans la même semaine mon chien et mon oncle, mais mon chien il était tous les jours avec moi, mon oncle je le voyais une fois par an, j'ai beaucoup plus de chagrin pour mon chien que pour mon oncle. » C'est-à-dire qu'il posait cette question de la limite, d'accord? C'est-à-dire de dire, comme c'est un chien, je ne devrais pas avoir la même nature de chagrin que pour un être humain. Et en fait, ce à quoi il faudrait se référer, c'est au lien, c'est la nature du lien. Et la nature du lien, là, il est homologue, c'est la même chose. C'est un lien particulier avec un individu particulier qui sait qui vous êtes, qui vous apprécie et que vous appréciez. Et donc la perte de ce lien, c'est un deuil, que ce soit avec un animal ou que ce soit avec un humain. Tout à fait. Et il y a des individus détestables qu'on ne pleure pas, hein. Il faut l'ajouter aussi. Et les animaux le font aussi. Mais je me doute. Alors notamment les chats, quand il y a un chat bagarreur, un chat qui n'était pas sympa, qui meurt, ils sont ravis. Il ne faut pas non plus les prendre pour des... c'est pas le monde des bisounours, quoi. De temps en temps, les gens me disent « Oh, le chat est mort, mais je suis un peu choqué parce que l'autre chat, il s'étire, il prend les places de l'autre, il a l'air tout content. » Ça dit « Enfin, le territoire est à moi. » C'est une sorte de tranquillité. Donc, je disais, donc, le chien, animal social et animal d'attachement. Le chat, pas du tout animal social. Pas fondamentalement animal social. Plus énigmatique aussi. C'est une grande confusion pour beaucoup de gens. Pourquoi cet animal, qui n'est pas un animal social, vient vivre avec nous? Parce qu'il y a l'attachement. D'accord? Parce que comme il se développe dans l'attachement, il a les réseaux, et alors chez les chats, la plupart du temps, en gros, ce qui leur fait le moins plaisir, c'est un autre chat à la maison. Ça, c'est pas sûr que ça leur fait... Il y en a qui s'entendent très bien, hein, il suffit de dire ça dans une salle pour trouver... Mais par contre, ils peuvent être super copains, voire aimer les gens de façon... On en a une en ce moment à la maison, je peux vous dire, c'est un chat qui, pour qui la vie, c'est être en contact et se frotter aux humains. À un humain en particulier. Avec vraiment, il y a un chouchou, ça je me doute bien, il y a un élu là. C'est une chouchou. Et puis il y a des chats qui, les chats n'ont pas besoin du contact, n'ont pas besoin de la relation sociale pour vivre. Ce qui les fait vivre, c'est l'équilibre de leur territoire. Ce qui n'empêche pas qu'une fois que leur territoire est bien stable et qu'ils sont contents, ils créent de la relation. Et certains apprécient beaucoup. Donc on a toute la gamme, il y en a qui n'en ont pas besoin, il y en a d'autres qui aiment énormément. Et puis il y en a beaucoup qui sont très demandeurs d'un certain contact, qui trouvent beaucoup de plaisir. Et on sait à quel point c'est précieux à ce moment-là pour les propriétaires de chats, parce qu'effectivement, ils ont l'impression de quelque chose d'un peu moins automatique que le chien. On va dire, ou le chien, bon, si on prend un chien, la blessure elle est dans l'autre sens. Si on prend un chien et qu'il est indifférent, alors quand on s'occupe de comportement de chien, on n'aime pas trop évoquer les races, parce que c'est beaucoup d'idées préconçues qui sont assez fausses. Mais ça existe un chien indifférent? Et alors, j'allais y venir, mais il y a quand même des choses qui tiennent aux races qui ne sont pas fausses, qui sont que par exemple ce qu'on appelle les chiens primitifs, les chiens nordiques ou les chiens asiatiques manifestent moins
de comportement d'attachement. Alors je ne suis pas sûr qu'ils soient moins attachés. Les chiens asiatiques? Oui, les chochos par exemple. Ah oui. Les chochos, les eurasiers, même les huskies, les chiens, ça sont des chiens qui sont moins dans la démonstration. Peut-être parce que les Asiatiques ont moins de chiens, ils les mangent. Non mais là on parle. Non mais il faut savoir, dans la culture asiatique, on mange les chiens et les Asiatiques. Non mais si on reprend les traités d'Aristote, vous pensez que les chiens le savent et qu'ils leur en veulent? Là, je dis il y a peut-être un instinct ou un inconscient du chien. Non mais je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a un traité, parce que vous citez largement Aristote, donc je me permets pour la boutade, ça me permet un tremplin. Aristote a quand même donné une première classification des espèces, notamment. Et il a donné aussi des démarcations en créant une théorie du climat pour expliquer les espèces. Et il n'aimait pas beaucoup les Chinois. Voilà, en disant que comme il pleuvait beaucoup là-bas, c'était des gens qui étaient mielleux parce qu'ils avaient toujours les mains humides. Voilà. Et il dit que les Nordiques développent le courage et la force parce qu'il fait froid, et que le sudiste, il est sous l'olivier et il papote. Voilà. Donc il parle beaucoup et il fait peu. Donc il avait déjà introduit, on va dire, bon, c'est relatif, bien entendu, il faut en rire, hein, mais il avait quand même posé cette théorie des climats, etc. Et les animaux, pareil, il avait développé des tendances aussi chez les animaux. C'est pour ça que je dis que les Asiatiques, peut-être qu'ils sont moins expressifs, et peut-être les animaux aussi. On les appelle races primitives parce que moins manipulées par l'humain. Voilà. Des races qui sont proches de descendants. Et donc, c'est pas rare d'entendre des clients dire ce chien il vient dans la même pièce que nous, il nous tourne le dos. Quand il se couche, donc il est dans la même pièce. Pour lui, je suis sûr que ça lui suffit. Il a un contact, mais pour les gens, c'est pas pareil. Oui, il faut pouvoir tripoter. Pas pareil que celui qui arrive et qui leur pose la tête sur les genoux, bien sûr, et qui se fait gratouiller. Donc là, il y a une déception. On voit ça avec, je le cite dans le dernier chapitre sur les troubles là, de l'attachement lié à des troubles sur les chiens hyperactifs. Et les chiens hyperactifs, mon premier travail, c'est souvent d'expliquer aux clients que le chien les aime quand même, parce qu'ils n'ont pas l'impression. Parce que vous comprenez, un chien hyperactif, tout ce qui bouge lui fait plaisir. Donc si son maître ne bouge pas assez, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui bouge, il va suivre l'autre personne. Donc pour les gens, ça donne souvent la sensation de cœur d'artichaut, de chien qui pourrait partir avec n'importe qui. J'avais une cliente comme ça, il y a une course qui est passée devant chez elle, et le chien a sauté par-dessus le portail, il a suivi les coureurs, et c'est lui qui a gagné d'ailleurs, parce qu'il a suivi tout le monde. Et donc vous voyez, pour les gens, ils se disent, mais enfin ce chien, je fais tout pour lui, et puis il suffit que quelqu'un lui lance une balle, il s'en va. Ça, c'est toujours très paradoxal. On voit souvent des gens, ils ont un chien épouvantable, j'allais dire, parfois dangereux pour tous les autres, mais qui, avec eux, est super sympa. Ils sont prêts à braver l'administration, les procès, etc. Parce que ce chien-là, ils sont sûrs que c'est le leur. Le leur, oui. Et on montre un attachement bien exclusif. Alors que le chien hyperactif, souvent, il a un attachement un peu indifférencié. Et puis c'est particulier parce qu'un animal, on le sait bien, on est une famille, on peut offrir un chien ou un chat à un enfant, et c'est pas l'enfant qui sera le maître. Ça, parce que l'enfant, le chien choisit quelqu'un d'autre ou le chat quelqu'un d'autre. Ça c'est un drame. Ah oui, ça je peux comprendre. Ça c'est souvent le drame parce que des fois après des mois ou des années de haute lutte, l'enfant a obtenu d'avoir un animal et ça doit être son animal, et là vous avez parfaitement raison, c'est l'animal qui va choisir. Et il va choisir généralement la figure la plus rassurante de la maison. Ah oui, d'accord. Donc souvent on dit, pourtant on a fait attention, on lui a fait donner à manger, et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'il y a souvent quelqu'un qui est plus rassurant dans ses réponses, dans sa régularité de réponse, dans sa présence régulière, qui est prévisible. C'est-à-dire que l'attachement, l'animal va... Puisqu'il faut savoir que quand on prend un chiot, généralement on les prend entre 2 et 3 mois, il est exactement à l'âge de ce qu'on appelle de l'attachement primaire. C'est-à-dire qu'il a un objet d'attachement primaire, il a une mère, jusque-là, et il en a un besoin vital. Donc quand on va lui enlever sa mère, et je crois qu'on ne réfléchit pas assez, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne réfléchit pas assez à ce que ça représente. Quand on lui enlève sa mère, il faut qu'il prenne notre être d'attachement. Pour lui, c'est un besoin vital, il va le faire très très vite. Donc en quelques heures, il va choisir, dans le groupe qu'on lui présente, il va choisir une personne. Et sur des caractéristiques qu'on ne sait pas forcément. On ne sait pas vraiment pourquoi. Alors il y a un seul conseil qu'on peut donner et qui marche pas mal, c'est d'être celui, si on veut être le maître, d'être celui sur lequel, par exemple, quand on va chercher le chien dans un élevage et qu'on doit faire 200 km en voiture, d'être celui sur lequel le chien sera au retour. Ah, d'accord. Parce que là, il y a un peu plus de chances qu'il s'imprègne, que ça devienne une personne particulière.